Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est Jean-François Fountaine, maire de La Rochelle et président de l'agglo de La Rochelle. Bonjour Jean-François Bonjour. Fountaine. Nous avons une petite demi-heure ensemble pour parler des dossiers locaux, des municipales à venir et puis bien sûr un peu de l'actualité politique nationale. Alors je vous propose de commencer tout de suite dans le vif du sujet avec les thèmes locaux. Lors de vos vœux adressés aux Rochelais, vous avez eu pour maître mot sobriété. Pourquoi ce mot? Est-ce que c'est finalement celui qui vous définit le mieux? Pas seulement, mais oui, la sobriété fait partie d'un des axes de la politique que nous menons. Sobriété dans tous les sens du terme. La sobriété, bien sûr, on pense tout de suite à l'énergie. Et on va en C'est parler, bien normal. sûr. La Rochelle, depuis très longtemps, est engagée sur la transition énergétique. C'est un des thèmes. Mais aussi, derrière le mot sobriété, il y a éviter toutes les formes de gaspillage. Gaspillage alimentaire, bien sûr. Et puis, derrière le mot de sobriété, vous avez aussi la sobriété financière. Faire attention avec l'argent public, essayer de ne pas augmenter les impôts, de bien gérer. Donc, vous voyez, ce mot sobriété, pour nous, il est important. Donc finalement, il vous définit pas mal. Oui, absolument. Alors vous avez présidé il y a une réunion il y a quelques jours sur le programme d'action et de prévention des inondations, le fameux PAPI, un programme déjà en place au quartier du Gabu, en construction de l'autre côté du Vieux-Port, et puis d'ici la fin de l'année, il sera effectif à Port-Neuf. Est-ce que vous êtes dans les temps? Oui, le programme se déroule à peu près normalement. Ce sont des problèmes complexes, puisque l'État est très exigeant. Il faut s'assurer que la protection, d'abord des personnes et aussi des biens, est assurée. Et puis, on est exigeant pour une autre raison. On ne veut pas que notre ville soit blessée par des protections, par des murs. Et donc, on veut simultanément protéger, mais aussi embellir. Et ce qu'ils ont fait sur la ville en bois, ce qui a été réalisé sur le Gabu, est unanimement apprécié. Et on veut le même niveau d'exigence pour tout le quartier de Port-Neuf, qui a été submergé au moment de Xynthia. Et on veut à la fois que les habitants, à la fois demain, aient une protection parfaite, dans les limites de Xynthia pluvien. Donc ce qu'il faut aussi, c'est réfléchir pour protéger notre littoral, et puis aussi qu'après les gens, en termes de promenade, en termes de lieux pour réfléchir, se reposer, de pistes cyclables, on ait un lieu qui est un embellissement. Quand est-ce que les Rochelais et les habitants de l'agglomération de La Rochelle pourront se dire on est vraiment en sécurité par rapport à un événement style Cynthia? 2021. 2021, c'est réglé. 2021, tous les programmes PAPI sur La Rochelle, ville et agglomération, seront achevés. Alors il y a à la fois des protections dures, entre guillemets, des surélévations, et puis il y a des protections individuelles, c'est-à-dire que des îlots qu'on ne peut pas protéger autrement peuvent l'être par des protections temporaires. C'est ce qu'on fera sur le Vieux-Port notamment. Oui, pour qu'il n'y ait pas un problème d'esthétique, j'imagine aussi. Bah oui, on ne peut pas blesser la ville avec des murets, tout ça. Donc là, ce sont deux techniques qui sont utilisées. Alors, autre chantier qui va changer le paysage du centre-ville de La Rochelle, c'est celui de l'esplanade de la gare SNCF. Fin des travaux prévus, si je ne m'abuse, en 2021. On me dit que vous avez un peu forcé la main de la SNCF pour ces travaux. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Non, pas forcer la main. Mais si vous voulez, la SNCF est un partenaire qui ne vit pas dans la même échelle de temps que nous. Et donc, quand on a envie qu'un programme soit fait, que notre passerelle qui reliera les deux bords de la voie ferrée soit réussie, que l'esplanade soit faite, bah, il faut impulser. Il faut traiter avec une direction régionale, traiter avec le national pour que ces travaux d'embellissement puissent être réalisés. Il y avait un réel besoin de cette esplanade de la gare. Est-ce que Oui, ça ne suffisait oui. pas comme ça? Bah écoutez, vous savez, la gare en termes de bâtiments est très belle. On a une très belle gare, une des plus belles gares de France. Mais l'esplanade devant, bah, ça nous ramène aux années 50, 60, c'est du bitume. Et donc quand je vois certaines esplanades devant des gares, il y a cette ambition. Puis il y a une deuxième ambition, c'est de favoriser l'accès au train pour les habitants qui ne sont pas dans l'hypercentre et donc qui arrivent de la Rocade, qui arrivent de toute notre agglomération. Donc tout le sens d'arriver par l'arrière de la gare et d'avoir une passerelle. De nombreuses villes de France ont fait ces passerelles, on en a vraiment besoin. Avec ensuite un pôle multimodal où les bus, Oui, transport parce qu'on veut urbain, complètement modifier, et tout ça, ça nous ramène à la sobriété que j'évoquais, modifier les comportements en termes de mobilité. On a un TER qui vient de Rochefort, on a un TER maintenant qui arrive de la Jarrie et qui vient de Surgères, donc, et de Poitiers, bien sûr. Et donc, on a ces nœuds de mobilité. Auparavant, à La Rochelle, le nœud de mobilité, c'était la place de Verdun. Demain, il y aura la place de Verdun et la gare sur laquelle on pourra repartir par d'autres modes de transport. Donc c'est pas un caprice d'élu, hein, cette esplanade. Oh non, non, on n'est pas du genre. On a vu les photos, hein, passer les projets. On n'est pas du genre des quand même pas mal. caprices. Non, non, c'est très attendu. Vous savez, c'est une des gares les plus fréquentées, plus d'1 million de passagers, dessert l'île de Ré également. Donc c'est une gare très importante. La gratuité des bus de l'agglo le samedi devrait être, si je crois bien, bientôt votée. Est-ce que c'est un essai avant la gratuité totale comme à Niort, comme ça se fait à Niort? Alors, c'est un essai et ça sera complété par une tarification en fonction du quotient familial.
On veut que les gens qui ont aujourd'hui les revenus les plus modestes puissent payer moins cher. Pour cela, on fera une tarification avec des remises qui pourront aller jusqu'à 80%. Vous mettez sur la table la gratuité. Pour l'abonnement annuel ? Oui, une réduction qui pourra aller jusqu'à 80% de l'abonnement annuel. Les gens qui ont des revenus modestes souvent achètent le ticket le plus cher à l'unité. Donc, il faut essayer de proposer des solutions moins coûteuses. Alors ensuite, sur une éventuelle gratuité, il faudrait renoncer à un certain nombre d'offres. La Rochelle a une offre de transport public considérable, qui démarre tôt le matin, qui termine tard le soir, jusqu'à 22h. Une offre qui rayonne sur tout le territoire. Et donc, si on se prive des 5 ou 6 millions, la différence entre La Rochelle et Niort, c'est qu'à La Rochelle, il y avait beaucoup d'usagers qui payaient leurs billets. Ça représente presque 6 millions d'euros. Et donc, si on faisait la gratuité, il faudrait renoncer à 6 millions d'euros d'offres. Je ne l'exclus pas. Moins de bus, des horaires plus lâches. Moins de bus, des horaires plus lâches, et ne pas pénaliser les habitants des communes de l'agglomération qui sont les plus loin du centre-ville de La Rochelle. Donc c'est une équation complexe. Pour le moment, je pense que ce n'est pas, je dirais, la bonne direction. Nous commençons par une étape qui est une tarification en fonction du revenu. On a vu cet été que la cohabitation entre les cyclistes et les piétons en centre-ville est de plus en plus compliquée. Est-ce que vous avez une recette miracle pour calmer tout ce petit monde ? Tout d'abord, c'est d'offrir à chacun un bon espace pour se déplacer. Si vous allez sur le quai Valin, vous verrez, il y a des larges places pour le piéton, du confort pour le piéton, parce que le piéton, il peut avoir une poussette, il peut avoir une valise avec des roulettes. Et donc, offrir plus de confort aux piétons, des vraies pistes cyclables bidirectionnelles où le vélo, il est chez lui, et puis ensuite les voitures. Alors, il y a des endroits dans La Rochelle où c'est possible, où on a la place. Il y a des endroits où, effectivement, quand la rue est très étroite, c'est plus difficile. Vous êtes engagé il y a quelques jours à ce que l'agglo devienne, je cite, un territoire littoral urbain zéro carbone. C'est à l'horizon 2040, mais pour cela, il faudrait que tout le monde participe, j'imagine. Oui, mais nous avons la chance à La Rochelle aujourd'hui, sur tous les grands projets, sur celui-là, mais sur d'autres, c'est que tout le monde va dans le même sens. Sur ce programme zéro carbone, vous avez un partenariat très étroit avec le Grand Port Maritime, qui est un des acteurs majeurs de notre territoire, avec l'université, avec le pôle Atlantique à Lagore, avec la ville, bien sûr, et l'agglomération. Très concrètement, on fait comment pour faire zéro carbone ? Alors, pour faire zéro carbone, 3 sujets. Premier sujet, diminuer l'émission carbone des transports. C'est ce que nous faisons. Vous avez parlé de vélo et vous avez raison. Donc, d'aller plus sur le vélo, plus sur la marche à pied, plus sur le transport public. Nous avons voté... Alors, bus, gaz pour une part, électrique pour d'autres. En plus, on a un grand industriel de la mobilité à La Rochelle, le groupe Alstom, qui est notre premier employeur. Ensuite, isolation du bâtiment. On a un très gros programme sur le quartier de Villeneuve. C'est-à-dire que les logements sociaux, qui ont été souvent construits de manière, entre guillemets, légère, avec des isolations réduites, on protège beaucoup mieux en termes d'isolation. Inciter les particuliers à faire de même. Arrêter dans quelques années les chaudières au fioul dans l'agglomération. Pour les isolations, par contre, pardon, c'est qui paye la nouvelle isolation ? Est-ce que c'est alors, dans le cadre du renouvellement urbain, ce sont les bailleurs sociaux. Offrir. Les bailleurs sociaux font un effort considérable puisqu'ils vont mettre 45 millions d'euros sur la table pour des programmes de rénovation. C'est d'inciter les particuliers parce que c'est aussi bon pour leur pouvoir d'achat de moins dépenser. Que nous-mêmes, collectivités, nous soyons exemplaires. C'est le programme Citergie. Sur la ville de La Rochelle, sur plusieurs années, c'est 800 000 euros de moins de consommation énergétique. Et puis à la fin, on n'arrivera pas à zéro carbone. Donc, ça sera de la compensation. C'est une bourse au carbone que nous allons mettre sur pied pour compenser par la réactivation des marais, par des plantations, pour qu'on puisse compenser les émissions résiduelles. On l'a vu, beaucoup de choses sont faites pour le centre-ville et les quartiers de la Petite Ceinture. Alors pour les autres, vous admettez vous-même, je l'ai lu, que les offres de déplacement sont moins bonnes. Est-ce que les banlieusards de La Rochelle ne sont pas les parents pauvres de ces déplacements à venir ? Alors tout dépend de ce que vous mettez derrière ce mot. On est une ville de taille modeste, entre guillemets, petit 80 000 habitants. La première couronne immobilière, on voit bien que les gens là où il faut être très travaillent vigilant. À La Rochelle vivent de plus en plus loin de La Rochelle. Voilà. Et là, on doit organiser un double mouvement. On doit ramener des habitants dans la ville-centre et dans la première couronne, puisqu'ils ont quitté, entre guillemets, pour des raisons de budget. Et comment on fait pour baisser les loyers ou alors pour baisser le prix des maisons ? Eh bien, on produit du logement social, on produit des logements accessibles à la propriété. Et donc là, on fait un effort considérable. Plusieurs centaines de logements accessibles à la propriété ont été mis sur le marché. Et puis, on fait une deuxième chose. On emmène de l'emploi dans le milieu plus rural, c'est-à-dire de créer, de développer des zones économiques sur des communes comme Sainte-Soule, comme Vérines. C'est-à-dire aussi amener de l'emploi, ne pas avoir qu'une préoccupation urbaine. Je suis président d'une agglomération.
coopération, c'est aussi de penser à l'ONIS, qui sont nos partenaires, et d'amener de l'emploi en ONIS. C'est ce double mouvement qu'il faut faire. Un mot, si vous voulez bien, sur la sécurité. Vous vous dites très satisfait du bilan des caméras de vidéosurveillance qui auront coûté 300 000 euros. La délinquance aurait-elle concrètement baissé depuis leur mise en place ? Alors, je n'ai pas de mesures, et puis aujourd'hui, l'État ne communique plus sur ces mesures-là. Ceci dit, ce qu'on a pu voir très récemment, une personne a été blessée dans une altercation avec des bouteilles, et très vite, les caméras permettent aux secouristes... Oui, non, bien sûr, mais vous en parlez souvent de ce cas-là, mais bon, je pense, moment, si vous voulez, que c'est un effet dissuasif. Attention, notre plan de déploiement, il est modeste. Il est sur quelques zones de l'hypercentre. Mais on a mis en place aussi une police de nuit, ce qui n'existait pas auparavant. Jusqu'à 3 heures du matin, la police municipale est présente la nuit. On est une ville sur laquelle on doit rester vigilant, mais on n'est pas une ville dans laquelle on a des problèmes de sécurité majeurs. Mais il faut toujours être vigilant sur ces questions. La mise en place de brigades vertes qui pourront, je crois, verbaliser les actes d'incivilité. Absolument, là on touche à la propreté de la ville. Ouais. Il y a eu trop d'incivilité, de gens qui mettent leur sac poubelle à côté des containers ou des choses qu'on ne peut pas accepter. Donc effectivement, on va mettre des brigades vertes pour surveiller. Simplement dire attention. On peut savoir combien d'effectifs, s'il vous plaît? Oh, c'est très peu, c'est 4 personnes. 3-4 personnes. 4 personnes. Vous pensez que ça sera vraiment efficace ou c'est du L'avenir symbole? le dira, quoi, mais le symbole, c'est aussi d'envoyer un signal, de dire, si on veut qu'une ville soit propre, il y a l'action des agents municipaux qui font très bien leur travail, mais à côté de ça, il faut aussi éviter les incivilités qui gâchent la vie de tout le monde. Mais justement, les agents municipaux, par exemple, même de la voirie, ne peuvent pas verbaliser déjà eux-mêmes quand ils voient un problème d'incivilité? Non, la loi ne le permet pas. Il faut une assermentation pour pouvoir verbaliser, et c'est le cas de ceux qui auront cette assermentation. Alors, autre dossier très important cette année, le changement de statut du port de pêche de La Rochelle, qui était jusqu'à l'an dernier géré par la CCI de La Rochelle et qui est désormais lait par le département et l'agglo à 50-50. On en parle juste après ce reportage. Exit la Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle du nouveau bureau qui aura en charge la gestion du port de pêche de Chef de Baie. C'est désormais un nouveau syndicat mixte qui prend la barre avec un budget à l'équilibre rendu par son prédécesseur. Le problème du port de pêche aujourd'hui, c'est pas un problème de fonctionnement, c'est pas un problème d'exploitation, c'est un problème d'investissement. Et le fait que ce soit le département et la CDA de La Rochelle qui créent un syndicat mixte, non pas d'exploitation, mais un syndicat mixte de propriétaires, fait qu'ils auront la propriété du port et qu'ils auront les investissements. Ce sont au total 15 millions d'euros d'investissements qui sont prévus pour l'avenir, dont 13 déjà affectés. Aujourd'hui, les bâtiments eux-mêmes ont besoin de grands investissements. On a décidé d'y mettre 10 millions, c'est ce dont on a besoin. Et puis, il faut pouvoir développer des espaces, il faut pouvoir développer des filières. Donc, on va mettre 3 millions à 50-50 avec le département pour développer ces nouvelles filières et accueillir ici des nouvelles activités, notamment autour de la mytiliculture ou autour des produits secondaires de la pêche. Cette nouvelle configuration n'est en rien due à une mauvaise gestion ou résultat, a insisté Jean-François Fontaine, président de la communauté d'agglomération, mais bien à de nouvelles dispositions législatives. La loi a prévu effectivement que la compétence pêche, c'est-à-dire la responsabilité des ports, devait incomber aux collectivités locales et ne pouvait plus incomber aux centres de commerce. Donc il a fallu remettre tout en cause et donc le département et l'agglomération ont décidé de prendre cette compétence, cette responsabilité conjointement à 50%. Sur la ligne d'horizon de Chef de Baie, les experts observent avec attention de nouvelles données géopolitiques comme le Brexit par exemple qui augmenterait les pêches en Atlantique et de fait pourrait valoriser la position du port de pêche de La Rochelle. De retour sur le plateau de Dimanche en politique, on invitait Jean-François Fontaine, maire de La Rochelle. En quoi ce changement de gestion va-t-il améliorer les choses concrètement? Nous étions à travers un syndicat mixte, un acteur modeste sur le port. Avec cette nouvelle organisation, nous sommes aux côtés du conseil départemental, un acteur majeur sur le port. Nos objectifs, en quoi c'est mieux? En quoi c'est mieux? On est très proche, on est sur le terrain, et puis ça va nous permettre d'investir pour l'avenir du port. Notre port fonctionne bien en tant que Rungis de la mer. C'est une place commerciale importante. Tous les grands marailleurs français sont sur le port de pêche. Par contre, il nous faut investir, notamment pour la montée en puissance des cultures marines, que ce soit les huîtres, que ce soit les moules, et puis aussi faciliter le débarquement des bateaux qui pêchent et qui font leurs apports à La Rochelle. Une des premières décisions de la nouvelle gouvernance du port de pêche est d'avoir abandonné le projet de port sec à Chef de Baie qui permet, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un port sec, de mettre les bateaux de plaisance hors eau, libérant ainsi des places au port. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Alors, je ne dis pas qu'on ne le fera pas,
Mais si vous voulez, l'emplacement géographique de ce port à sec était au milieu du port. Quand on a une ambition pour la pêche, pour les cultures marines, on ne commence pas par mettre au milieu un stockage à terre de bateaux à moteur. Si plus tard il y a de la place, pourquoi pas? Mais notre priorité des priorités, c'est développer les activités pêche, les activités de négoce et les activités de tout ce qui On va en touche parler, autour bien sûr, mais vous des savez, cultures marines. le représentant de Dockside Service qui avait obtenu Oui, je le connais marché du port sec avec la CCI à l'époque, donc un tiers des places étaient déjà réservées, dit-il. Donc c'est vrai que économiquement, ça peut être aussi très intéressant, peut-être Oui. par rapport au maraillage ou la mytiliculture. Oui, mais attendez, c'est un port de pêche avant tout. Et donc pour nous, priorité à la pêche, priorité aux cultures marines. Et si tout cela se développe bien, et si on trouve un emplacement qui soit moins central, je dis pourquoi pas. On a aussi un grand port de plaisance qui s'appelle les Minimes, qui a une capacité d'accueil de stockage à terre. Sur le port de pêche, Jean-François Fontaine, est-ce qu'il a vraiment encore, franchement, une utilité stratégique quand on voit la concurrence de celui de la Cotinière, qui est le premier port du département, et en pleine mutation en plus, qui sera d'ailleurs bientôt un port en eau profonde comme La Rochelle, donc concurrence ultra directe. Est-ce que on a besoin encore d'investir aujourd'hui à La Rochelle quand on voit que la Cotinière se place vraiment comme premier port de pêche? Où sont les producteurs de pêche en France? Ils sont beaucoup en Bretagne. Où sont les grands consommateurs européens de pêche? Ce sont les Espagnols. Entre la Bretagne et l'Espagne à La Rochelle. D'où sa place véritablement stratégique pour les marchés, entre les productions et les consommateurs. Et la Cotinière a besoin de La Rochelle aussi pour ces raisons-là. Un produit, il faut le mettre en marché. La Cotinière est tout près des eaux, évidemment. On est plus au large. Franchement, Donc, vous c'est ne plus craignez commode pas un pour peu aller cette pêcher. concurrence de la Cotinière, parce qu'on est à 60 millions d'investissements pour changer Oui, ce mais port? la Cotinière a besoin de commercialiser aussi. Les mareyeurs de la Cotinière sont aussi à La Rochelle. Donc ça La sera chaîne complémentaire, c'est ce que vous êtes en logistique- train de dire aujourd'hui, ça sera complémentaire. La Cotinière et La Rochelle ne le seront pas plus grand concurrents, marché aux mais poissons complémentaires. le plus grand marché aux poissons de France s'appelle Rungis. Il n'est pas au bord de la mer. La Rochelle a à la fois la proximité avec les cultures marines, les huîtres, les moules, qui sont des produits en fort développement, avec des niveaux d'importation élevés. La France importe beaucoup de moules, par exemple. Donc on a ce positionnement géographique, cette zone commerciale essentielle, et puis des productions ostréicoles et mytilicoles en proximité. On l'a entendu dans le reportage, l'Aglo et le département qui travaillent main dans la main, Ouais. 50-50 sur le port de pêche. Travailler avec Dominique Bussereau, c'est quelque chose qui vous plaît? Ah, bien sûr qu'il me plaît. On a cette chance, je le disais tout à l'heure, sur les grands projets. Travailler avec Alain Rousset à l'échelle de la région, avec Dominique Bussereau à l'échelle du conseil départemental, c'est véritablement d'excellentes conditions de partenariat. Est-ce qu'il y aura bientôt, c'est une question qu'on m'a posée, une liaison entre le port des Minimes et le port de pêche? Non, techniquement presque impossible, parce qu'il y a des marées. Et donc, à partir du moment... À marée haute, c'est facile, vous mettez un bateau, il reliera le port de pêche et tout. À marée basse, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, la mer ouverte, La Rochelle, c'est ouvert sur l'océan, fait que les conditions de vagues, de vent, feraient probablement des journées où on ne pourrait pas passer. Donc non, honnêtement, c'est pas la meilleure solution. De nombreux paquebots sont attendus encore Ouais. cette année au Môle d'Escale de La Rochelle. Est-ce que vous avez sur ce sujet une réflexion, vous l'avez économique évidemment, est-ce que vous avez une réflexion environnementale des choses quand on sait qu'un paquebot pollue énormément? C'est à peu près comme 1 million de voitures, la pollution d'un paquebot à quai. Alors, les paquebots existants qui consomment encore du fioul lourd, oui, ils polluent. Et quand Et ils il y en a du stationnent... fioul lourd. Hein. Et quand ils stationnent en cœur de ville, c'est la station de Marseille, Bordeaux. avec 2 à 3 paquebots par jour, la pollution est considérable. À La Rochelle, ils sont à la palisse. On en aura C'est moins grave une que ce soit trentaine. la palisse, c'est ce que vous Bah, dites? disons que non, Ça mais pollue quand même. bien sûr. Mais si vous voulez, ils sont beaucoup plus distants des habitations. Et puis le flux que nous avons n'a rien à voir avec l'ampleur d'une ville comme Marseille ou comme Naples ou Barcelone. Donc on en a beaucoup moins. Donc l'idée, c'est pas d'augmenter le trafic de paquebots? À terme, ce sera la prise de quai. On le sait bien. Ce sera d'amener l'énergie au quai pour que le cargo, quand c'est un cargo, ou le paquebot, quand c'est un paquebot, puisse se brancher sur le quai. Ça prendra un petit peu de temps pour les paquebots. Il faut légiférer, il faut interdire les paquebots aujourd'hui? Non, certainement pas interdire. Que Mais si vous voulez, vous prenez une ville comme Venise, d'avoir des paquebots de croisière au cœur des canaux de Venise, c'est devenu insensé. À La Rochelle, il n'y a pas suffisamment de profondeur dans le Pertuis pour qu'il puisse rentrer dans la ville. On ne pourrait pas tolérer qu'un gigantesque paquebot puisse passer entre les tours. Ça n'aurait aucun sens. Donc la solution de la palisse, en eau profonde, est bien sûr la meilleure solution. Bon, Jean-François Fontaine, dans un an, vous le savez, auront lieu les élections municipales. Question très simple, serez-vous candidat à votre propre succession?
Je le déciderai à la fin de cette année 2019. À la fin de l'année 2019? Bah oui, écoutez, on a beaucoup de choses à faire. Vous savez, être candidat, ça veut dire s'engager pour un mandat long, pour 6 années supplémentaires, si jamais les électeurs vous font confiance, bien sûr. Et donc, c'est une décision que je prendrai avec ma famille à la fin de l'année 2019. Oui, gérer une ville comme La Rochelle, c'est passionnant. J'ai eu une activité sportive, j'ai eu une activité économique. Cette activité me passionne, mais c'est une décision que je prendrai avec réflexion à la fin de cette année. Il n'y a aucune urgence. Il n'y a pas d'urgence, mais il y a des grands projets en cours, donc il faut, j'imagine, pour vous, dans votre tête, un autre mandat pour pouvoir les terminer, non? C'est vous qui le proposez. C'est moi vous qui... me dites, il faut que vous portiez le mandat. J'imagine, moi j'ai même à la place des gens, c'est d'imaginer. Oui, un il y peu, aura beaucoup de dossiers lancés cette année, parce que avant de lancer un projet, il faut les étudier, les financer, échanger avec les habitants, savoir si ça leur convient. Oui, beaucoup de projets. Alors certains vont voir leur aboutissement cette année, l'hôtel de ville qu'on va réouvrir, mais d'autres vont naître. On verra. J'entends votre message, mais véritablement ma décision, je la prendrai qu'à la fin de l'année. C'était pas un message, c'était une interrogation. Hein. Si votre J'ai bien opposition noté. municipale J'ai semble bien ne noté. pas être en mesure aujourd'hui de vous concurrencer, ce n'est pas le cas de votre ancien allié, le député de la première circonscription de Charente-Maritime, Olivier Falorni, qui sera, selon toute logique, candidat aux prochaines municipales à La Rochelle. Pour rappel, voilà ce qu'il disait de vous sur ce plateau le 28 octobre dernier. Je constate, hélas, depuis maintenant plus de 2 ans, qu'un fossé s'est creusé entre le maire actuel et les Rochelais. Et j'allais dire, le fossé, il s'est creusé d'ailleurs entre le maire actuel et moi. Je le regrette profondément. Je pensais, compte tenu de son parcours, que c'était un pragmatique. Je constate aujourd'hui que c'est un dogmatique. Être maire suppose 2 conditions indispensables, préalables. C'est l'écoute et c'est l'empathie. Et je trouve qu'il y a, depuis maintenant 4 ans et demi, un déficit d'écoute et un déficit d'empathie qui me paraît préjudiciable pour cette ville. Donc vous serez candidat municipal pour 2020 à La Rochelle. Vous savez, en politique, il y a 2 choses qu'il faut savoir maîtriser. Le temps et ses nerfs. À bon entendeur, salut. Jean-François Fontaine, c'est ça la politique? Écoutez, moi j'ai de la bienveillance en politique. Et donc il y aura forcément prochaines élections Ah bah vous municipales. avez eu des mots aussi à l'encontre de Olivier Falorni quand même. Non, non, Si. non, non. Quand on me cherche, on me Donc, trouve. Attention, je suis comme... Non, je me dis ça. Je ne sais pas. Si, moi j'ai la souvenir de vidéo si vous voulez. Non, Je la à disposition. écoutez, en tout cas, de vous dire qu'en politique, j'ai de la bienveillance. C'est aujourd'hui, j'ai pris connaissance avec un peu de tristesse de ces déclarations. Mais voilà, pour moi, la tâche est au quotidien de servir les Rochelais, servir de notre agglomération. Et puis voilà, vous savez, il y a 2 ans, j'ai fait un discours pour le soutenir, pour qu'il puisse être élu député. Il a été élu député avec notre soutien. Voilà, vous savez, la politique, il y a de la concurrence, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est ça la politique, c'est bien ce que je disais, c'est ça la politique. C'est pas celle à laquelle je pense. On est amis, on est ennemis, on est alliés, on est C'est pas ma adversaires. vision. C'est pas ma vision. C'est des quoi un choses. bon maire, Jean-François Fontaine? Je crois un bon maire, ça se juge dans la durée. Donc il faut je le mandat, crois c'est ça que vous êtes en train de dire? Non, pas du tout. Bah. Mais non, ce que l'on fait aujourd'hui, on en jugera. Vous savez, quand vous faites des travaux dans une ville, eh bien, vous fermez une rue, vous gênez un petit peu l'activité quand on refait le port, par exemple. Et puis, 6 mois après, 1 an après, les gens vous disent, attendez, ça valait le coup. Ben voilà, c'est ça. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait dans la durée. Mais à bien regarder de plus près, la différence notable entre Olivier Falorni, député d'hiver gauche, et vous, maire d'hiver gauche de La Rochelle, c'est surtout dans vos personnalités. Politiquement, c'est très proche. Lionel Quillet, le patron de communauté de communes de l'île de Ré, à la question « Qui voyez-vous comme prochain maire de La Rochelle ?» répond malicieusement Jean-Olivier Falorten. Ça vous évoque quoi, le fait que politiquement, bon, bah voilà, si jamais vous êtes face à Olivier Falorni, ça sera grosso modo de même vision de la politique, mais pas de même personnalité. On parlait d'un déficit. Non, Olivier Falorni parlait d'un déficit d'empathie. Est-ce que vous plaidez coupable? Ça donne pas de même vision de la politique. Moi, quand je prends un mandat de maire, je le porte à son terme. Lui, ça fait 1 an, 3/4 qu'il est élu député. Donc ça veut dire qu'il abandonne un mandat qu'il est en cours de route. Mais vous voyez, c'est vraiment pas un sujet sur lequel j'ai envie de m'étendre longtemps. On est dans l'action, on est dans le quotidien pour servir notre population. C'est ça qui est formidable. Si jamais vous avez envie d'être maire de nouveau lors des prochaines municipales, vous demanderez le soutien de La République En Marche? Je demanderai le soutien des Rochelais qui ont une vision politique qui est la mienne, c'est-à-dire une vision du centre-gauche. Je recevrai cette année l'université d'été du Parti socialiste qui revient à La Rochelle. J'entretiens les meilleures relations du monde avec les centristes. Il ne vous a pas échappé que les élus écologistes
aussi apprécie, puisque nous travaillons ensemble tous les jours. Et donc, si En Marche considère qu'on fait du bon travail, pourquoi pas? Mais je n'irai pas chercher des étiquettes. C'est pas le sujet pour moi. Il y a peut-être En Marche, mais comme il y a dans d'autres partis, des gens de grand talent et de grande qualité. On termine l'émission, si vous le voulez bien, sur les Gilets jaunes concernant le mouvement. Il vous laisse perplexe. Vous dites que les revendications pour ce grand débat national sont contradictoires chez les Gilets jaunes. Bien sûr, je n'ai pas été le seul à le noter. J'ai reçu une délégation, comme beaucoup d'élus. Et donc, j'ai entendu un message où certains me disaient il y a un racket fiscal, il y a trop d'impôts, on est taxé tous les jours, l'essence augmente trop. Et puis j'en entendais d'autres qui étaient dans la grande difficulté, qui disaient voilà, les aides sociales ne sont pas suffisantes, il faudrait la gratuité des transports, il faudrait d'une certaine manière, dans un cas, moins de dépenses publiques et dans l'autre cas, plus de dépenses publiques. Et c'est pour ça que ce débat est intéressant. Il va permettre de confronter, d'éclaircir un certain nombre de positionnements. Notre pays a besoin de réfléchir, de se regarder lui-même dans son identité, parce que ce débat paraît un peu surréaliste par rapport à d'autres pays qui ont résolu ces questions-là il y a bien longtemps. Et donc oui, je crois au débat, parce qu'on sort toujours meilleur et plus fort après concertation et après échange. Il y a une constante dans les revendications des Gilets jaunes, c'est surtout ce refus des inégalités fiscales et sociales. Vous l'avez oui, noté. mais j'ai entendu aussi le ras-le-bol fiscal et social, donc j'ai entendu aussi les doubles messages. Oui, mais par rapport à cette inégalité entre ceux qui gagnent beaucoup d'argent et qui n'ont pas forcément payé beaucoup d'impôts, et puis la classe moyenne ou les personnes plus modestes. Vous l'entendez, ce message? Bien sûr que nous l'entendons et nous essayons d'y répondre. À un moment donné, il y a eu une inquiétude de dire la transition énergétique se fera au détriment du social. Et tous les jours, à La Rochelle, nous essayons de dire qu'il faut travailler à la fois et sur la transition énergétique et sur le social. 3 exemples. La taxe Gemapi qu'on nous propose pour protéger le littoral, j'ai refusé de la mettre en place. Parce que je trouve qu'en termes de fiscalité, c'est suffisant. 2e exemple, le bus. Oui, il y a des gens pour qui c'est un problème que de payer pour soi-même et pour ses familles et ses enfants des billets de bus. Donc, on met en place cette tarification sociale. 3e exemple, l'eau. L'eau à La Rochelle est municipale. Eh bien, je vais diviser par 4 le tarification de l'abonnement de l'eau. Parce que ainsi, celui qui est un faible consommateur verra sa facture beaucoup baisser. On paiera proportionnellement à sa consommation. On a commencé avec la sobriété, on finit avec l'eau. Voilà, exactement. Le cercle est bouclé. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci Jean-François Fontaine d'avoir accepté notre invitation. Émission à revoir ou à revoir bien évidemment sur notre site internet. La semaine prochaine, eh bien, c'est Jérôme Baloge, le maire de Niort, qui sera l'invité de Dimanche en politique. Pour leur place au journal de la mi-journée. Excellente journée à toutes et à tous et à dimanche prochain.